Europe 1, 8h32, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on trouve des voyous et des hold-up. Le Parisien enquête sur les voyous du djihad. Et puis il y a aussi les voyous en col blanc, Le Monde, Panama Papers, une onde de choc mondial. Et enfin, il y a ce hold-up sur le débat politique. Le Figaro, Emmanuel Macron bouscule la gauche. Libération, Macron lance sa boîte de Lego. L'apostrophe, bien sûr. On commence avec les Pays-Bas et le référendum néerlandais. Oui, l'opinion y consacre une une inquiète. L'Europe se détricote. Alors bien sûr, le référendum est consultatif. Bien sûr, Angela Merkel et François Hollande ont voulu minimiser l'impact de ces 64% de non-hollandais à l'accord sur l'Ukraine, avec 32% de participation. Mais bon, dans Libération, Jean Quatremer surtout incrimine le principe même d'un référendum d'initiative populaire sur une question relevant de la diplomatie. D'ailleurs, il en cite un diplomate bruxellois, qui pointe une incapacité à démontrer la valeur ajoutée de l'Union en période de crise. Ça s'appelle du langage diplomatique. Alors sur le site Figaro Vox, Coralie Delhomme rappelle combien les pays du Benelux pourtant furent pionniers dans la construction européenne. Ils sont aujourd'hui parmi les plus eurosceptiques. Pour autant, lucide, elle estime que quelques aménagements à l'accord avec l'Ukraine suffiront à faire oublier ce vote jusqu'au prochain. Alors, on parle un peu d'Europe et on parle beaucoup d'Emmanuel Macron dans la presse. Oui, visiblement, le chouchou des journaux intéresse beaucoup plus que l'Europe. Donc, il est partout. Et la liste des qualificatifs raconte l'ampleur du panégyrique. Jeune, compétent, sympathique, frais. Et puis ces mots qui reviennent, extraterrestre, ovni. Mais comme le souligne Mathieu Verrier dans La Voix du Nord, le problème avec les ovnis est qu'on les voit beaucoup voler, rarement atterrir. Stéphane Siret, dans Paris-Normandie, fait preuve d'un peu de mémoire. La France en marche, déjà, avait été lancée il y a plus de 50 ans par Jean Le Canuet. Et dans les dernières nouvelles d'Alsace, Didier Rose ajoute Chaban et Jobert, ça ne rajeunira personne, à la liste de ces jeunes gens au penchant carriériste qui convoitaient le centre et paraissaient tellement irrésistibles. Dans Ouest France, Michel Urvois a tranché. Venir de Rothschild et s'afficher ni de droite ni de gauche, dit-il, ne fait pas un homme providentiel. Pour dérouler une campagne, il faut un parti, des réseaux, des militants, des moyens. Mais son deuxième argument est plus prégnant encore. Un projet présidentiel, remarque-t-il, ne saurait se réduire à des réponses techniques et comptables. Un président doit incarner un élan, une vision. Bien sûr, tous auront remarqué que pendant que l'un est en marche, d'autres sont immobiles, mais debout. Rapprochement incongru entre Emmanuel Macron et Nuit debout, se demande Bernard Maillard dans Le Républicain Lorrain. Rien à voir entre le ni droite ni gauche de Macron et le « on vaut mieux que ça » des mutins Vespero. Un lien évident se devine pourtant. La contestation des structures partisanes et la recherche d'idées neuves. Ça ressemblerait au début d'une recomposition, peut-être. On va à Compiègne à présent. Oui, et parmi les idées neuves, y en aura-t-il pour répondre à cela? Le Parisien nous raconte comment à Compiègne, 15 vigiles mandatés par un office HLM pour rétablir la sécurité dans une cité ont été attaqués par 2 bandes au cours d'un véritable guet-apens. 2 bandes, nous dit le journal, constituées d'hommes masqués et cagoulés, usent de tirs de mortier et exhibent des plombs en fonte qu'ils ont décelés. Alors les habitants pourtant reconnaissent qu'ils étaient plus tranquilles depuis l'arrivée des vigiles. Et le journal de conclure, aucune interpellation n'avait eu lieu hier soir. On parle des jeunes filles et de leur portable. Oui, ça c'est le magazine Elle qui revient sur un phénomène qui prend une étrange ampleur. Des jeunes collégiennes qui voient circuler sur les réseaux sociaux des photos d'elles dénudées. Juliette, 15 ans, en est morte. Elle s'est suicidée pour échapper au harcèlement. Mais le phénomène serait en fait extrêmement étendu. Des filles qui, sous la pression d'un petit ami, se prennent en photo et voient ensuite le cliché diffusé après la rupture. Des photos intimes de garçons existent aussi, mais alors curieusement, elles ne font pas l'objet de ce genre de campagne. Bon, surtout dans l'article, une gamine piégée raconte que la principale adjointe de son lycée lui aurait expliqué qu'elle était responsable étant donné la façon dont elle s'habillait. Alors les conséquences des scolarisations, angoisses, peuvent être dramatiques sur des adolescentes fragiles. Nous ne voulons pas culpabiliser les filles sur leurs usages des réseaux sociaux, explique une spécialiste. Ce que nous dénonçons, ce sont les comportements irrespectueux et le harcèlement qu'elles subissent ensuite. Certes, mais peut-être faudrait-il aussi s'interroger sur ce mode de socialisation adolescent qui impose d'être populaire et qui favorise surtout les pires pulsions. C'est l'histoire invraisemblable et pourtant totalement vraie du jour. Oui, alors voilà, PD pour le Conseil des prud'hommes de Paris, ce n'est pas un terme homophobe. Oui, Métro News nous raconte que dans le cadre d'un licenciement abusif, la juridiction a expliqué ainsi son jugement. Alors il n'y a même pas besoin de commentaire, je vous lis le jugement. En se plaçant dans le contexte de la coiffure, le terme PD employé
par la manager ne pouvait être retenu comme propos homophobe car il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles, notamment dans les salons de coiffure féminins, sans que cela ne pose de problème. Alors du coup, dans le jugement, le critère de discrimination homophobe n'a pas été retenu et la défenseur des droits a été saisie de cette affaire. Bien sûr. On termine en cuisine. Oui, parce que la cuisine est à la mode. C'est un truc mais de fille alors si on suit les prud'hommes. Voilà, ça doit être ça. Oui, enfin là, c'est plus du tout un truc de fille, vous allez voir, parce que ça n'attire pas que justement les filles ou les amateurs de Top Chef. Le site Ulysse nous raconte que les narcotrafiquants mexicains ont décidé de prendre en main le commerce des tortillas. Figurez-vous. Oui, parce que les petites boutiques implantées dans chaque rue font de merveilleux points de vente de drogue. Et du coup, les propriétaires de tortilleras vont travailler la peur au ventre, ils risquent leur peau. Alors, sans atteindre ce degré de violence, l'Italie a connu un vol exceptionnel. Ça, c'est dans le magazine M. 1500 meules de 40 kilos de parmesan disparus d'une laiterie. 45 000 €. Ben oui, ça vaut une fortune, le parmesan. C'est tellement recherché, le parmesan, qu'il sert désormais de garantie bancaire, figurez-vous. La banque de Bologne, Credito Emiliano, a fait aménager 2 hangars pour stocker environ 500 000 meules et couvrir ainsi les risques qu'elle encourt dans des opérations de prêt. C'est assez dingue. Finalement, ça ne doit pas être un hasard si devant un jeune banquier qui se lance en politique, la presse fait tout un fromage. Oh, joli. J'ai un suspect pour le vol de parmesan. Mon fils en met partout. Du parmesan. Il faut avouer que c'est très bon. Quand même, c'est bon. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.